Bonjour. L'accentisme, un mot désormais introduit dans le dictionnaire. Un code culturel susceptible aussi d'être ou non un moyen d'intégration dans la société d'accueil. Nous l'avons déjà accueilli une première fois. Il est l'auteur du livre Ton accent, Louis, que voici, mesdames et messieurs. Il a été parmi les 10 citoyens hispanophones les plus influents et il fait désormais partie des instigateurs de la loi 1094, adoptée en 2018 et qui proclame le mois d'octobre comme le mois du patrimoine hispanique. Ici Kamal Benkiran avec vous pour l'émission Arts et Lettres. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau, Monsieur Luis Zuniga. Bonjour, monsieur. Alors, Luis Zuniga, mesdames et messieurs, auteur du livre Ton accent, lui, on va appeler que c'est grâce à vous, justement, que le terme accentisme a été introduit dans le dictionnaire. Vous avez écrit un livre à ce propos, donc Ton accent. Lui, un livre que vous avez bien fait la promotion de ce livre, on peut le dire, ici au Québec, au Canada éventuellement. Alors, voulez-vous juste nous rappeler aux gens qui nous regardent ce que veut dire l'accentisme justement et dans quelles circonstances vous avez décidé d'écrire ce livre? Bon, tout d'abord, ce livre-là est né suite à la discrimination basée sur l'accent. J'étais congédié dans les années 80 à cause de mon accent hispano quand j'ai parlé français. Et suite à ça, on a créé une jurisprudence au Québec basée sur l'accent. Et le mot accentisme fait référence à la jurisprudence de l'accent. Alors, accentisme, ça veut dire discrimination basée sur l'accent. Et ce mot-là a été ajouté effectivement dans le dictionnaire québécois de la langue française au Québec. Excellent. Excellent. Donc, un mot ajouté grâce à vous, grâce à vos efforts, parce qu'il y a eu quand même des histoires. Vous avez milité à ce niveau, on se rappelle bien. Vous avez déjà parlé justement de ça lors de la première entrée. Puis avec votre militantisme, vous avez été élu les dernières années parmi les 10 citoyens hispanophones les plus influents à Boucherville. C'est bien ça? Oui. En fait, j'étais choisi vraiment à Toronto, c'est-à-dire parmi les 10 hispanos les plus influents du Canada pour la Banque nationale. Et la ville de Boucherville vraiment a souligné ma participation dans la société aussi. J'ai signé le livre dehors. Oui. Et ces lois-là donnent le droit à tous les hispanos et latino-américains de souligner le mois d'octobre, le mois du patrimoine hispanique, parce qu'il fait référence à l'indépendance de l'Espagne, cette date-là. D'accord. Au Québec, il y aura des activités culturelles appuyées par les villes. Et d'ailleurs, la ville de Montréal va faire une activité suite à notre suggestion à chaque année, le mois d'octobre. Oui, alors justement, c'était ça ma question, justement, lui. Donc, c'est une loi, la loi 1094, comme je l'ai mentionné au début, adoptée en 2018 et qui proclame le mois d'octobre comme le mois du patrimoine hispanique. Alors, justement, ce sont des efforts qui ont abouti. Alors, où en est vos activités à ce niveau, au niveau de ce premier regroupement, cette association, et quelle influence a eu cette loi, justement, sur la communauté hispanique? Bon, d'abord, c'était très important, cette identité latino-américaine. Comme vous savez, les latino-américains, c'est la communauté la mieux intégrée dans la société québécoise, mais c'est la plus pauvre. C'est la plus pauvre. Alors, pour nous, c'est une victoire importante parce qu'avec ces lois-là, on va démontrer notre culture, nos valeurs, les danses, les activités, pour démontrer que nous aussi, on a des capacités professionnelles, intellectuelles et culturelles qui peuvent faire un apport important à la société québécoise. Et c'est pour ces raisons-là, les gens de l'Assemblée nationale a voté de façon unanime en faveur de cette loi-là. Et je les remercie. J'ai pris la parole à l'Assemblée nationale pour les remercier, compris vraiment les présidents de l'Assemblée nationale. Très bien, parfait. Alors, donc, il y a des objectifs. Est-ce qu'on peut dire que parmi les objectifs, c'est la possibilité de favoriser
l'intégration justement des communautés hispanophones au Québec et au Canada? Tout à fait. Le but, c'est l'intégration, c'est d'abord, et agrandir la diversité ici au Québec et faire d'apport important à la société québécoise comme communauté hispano qui ont fait déjà un apport important à tous les niveaux, même économique aussi. Alors, donc, est-ce qu'on parle du volet culturel, économique, politique, ou bien c'est juste, ça focus juste sur un seul volet? En tout cas, c'est pour on pourrait dire économique. Les personnes qui arrivent ici, il faut un apport économique du moment qu'ils s'achètent une maison, qu'ils s'achètent des biens. C'est un apport économique. Et il y a des gens qui créent des commerces, des petits commerces, de boulangerie, tout ça, de mécanique et tout ça. Ça facilite les procédures. Oui, exactement, parfait. Parfait. Alors, Luis, justement, en discutant avec vous, il y a un documentaire qui se prépare. Vous préparez justement un documentaire et ça fait partie de vos récentes activités. Il n'y a pas assez de nouvelles sur ce documentaire. Voulez-vous nous en dire plus, justement? Bon, comme vous savez, on a sorti un livre il y a quelques années, en 2014. Et ce livre-là, les gens nous ont demandé, on est dans les questions Internet numérique, et les gens nous ont proposé de faire un documentaire sur l'écran, c'est-à-dire c'est plus moderne et tout ça. Alors, ce documentaire s'inspire de mon livre, Ton accent, Luis, mais qui va au-delà du combat que j'ai mené. Il y aura des témoignages de personnes de diverses origines, des autres régions, des provinces canadiennes, de l'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe, afin d'explorer une réalité qui vit aussi bien au Québec qu'ailleurs. Il peut revêtir plusieurs visages. Le documentaire, d'abord, abordera aussi la francophonie des accents également. Très bien. Alors, on va revenir sur la question. Je vais revenir avec vous sur la question. On va le faire après la pause publicitaire. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité d'aujourd'hui, Luis Zuniga. Je vous posais la question concernant votre documentaire, justement. Donc, un documentaire où vous regroupez plusieurs communautés. Je vais vous laisser aller au bout de votre idée, justement. C'est ça. Et autre chose, c'est très important, ce documentaire-là, parce qu'il va faire une recompilation de tous les accents, la diversité des accents qu'il y a partout. Et on a constaté aussi au niveau légal que c'est un nouveau stéréotype discriminatoire, l'accent. Alors, ce documentaire-là va être un documentaire très éducatif et il va permettre vraiment de sensibiliser aux décideurs qu'avoir un accent, c'est une richesse culturelle et pas un handicap. D'accord. Parfait. Alors, est-ce que justement ce documentaire regroupe la substance de votre pensée, de votre militantisme à ce niveau? Est-ce que pour vous, on peut le considérer comme c'est un aboutissement? Oui, c'est ça. C'est vraiment, il va faire un peu de tout. Parce que si on revient à l'histoire des années 80, mon cas, à l'époque, on a vaincu le mouvement confessionnel de la CCM, qui c'est une institution qui freinait l'intégration et la diversité. Et cette institution avait appliqué une mentalité intégriste au sein de l'organisation et il fallait être blanc, catholique. De plus, les immigrants étaient envoyés aux écoles protestantes. C'est pour cela qu'à l'époque, la société québécoise, les syndicats, tout le monde devait appuyer. Et finalement, il était considéré le symbole du Québec multiethnique dans les années 80. À l'époque, oui, très bien. À l'époque, c'est ça. C'était vraiment un apport important qui avait mon travail, ma lutte, tout ça. Et donc justement, ça me mène justement à la question. Vous avez commencé à y répondre. Comment vous décrirez justement l'impact de vos activités et de vos actions justement sur la société québécoise pour le moment? Est-ce que vous pensez que vous avez permis justement des ouvertures avec l'ensemble de vos actions?
Je pense qu'avec mon cas, à l'époque, on avait freiné un peu le racisme. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai poussé les décideurs, les politiciens, de, que les discours et les intentions se transforment en choses concrètes. Il parlait vraiment de discrimination et de racisme. C'est avoir une ouverture à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a eu un mouvement à l'époque et qu'aujourd'hui, je pense qu'il existe encore le racisme n'est pas arrêté. Il y a beaucoup de chemins à faire au niveau de la discrimination et du racisme. Mais il faut souligner qu'on est contre les institutions et pas contre le Québec. Le combat, c'est contre les institutions. Exact. Et ce sont eux qui vraiment poussent vraiment à la discrimination. D'accord. Donc, là, vous êtes en train de parler d'un certain regard, peut-être, mais vous, présentement, en faisant peut-être un recul, en procédant à un recul, quel est le regard que vous portez maintenant sur la diversité, sur l'ensemble de la société québécoise en 2020? Quel est votre regard contemporain sur la diversité en 2020, Louis Zuniga? Pour moi, la diversité, ça veut dire égalité et liberté. Nous pouvons dire que la diversité au Québec est parmi les meilleures au monde, mais il y a beaucoup de chemins à faire, c'est-à-dire surtout au niveau décisionnel. Donc il y a beaucoup de chemin à faire, d'accord. Et votre sentiment donc, sur ce chemin, justement, ce chemin à faire, est-ce que vous pouvez justement personnifier les obstacles de votre point de vue? Vous avez permis d'adopter un mot, vous avez milité avec ça, mais en même temps, je pense qu'il faut rester positif. Vous l'êtes aussi, parce qu'on ne peut pas généraliser, hein, on s'entend. Mais quel est l'obstacle, justement, pour l'avancement de plusieurs dossiers ou qui vous paraît vraiment un point sensible? Je pense que le problème qui est le plus important, c'est l'intégration. Et l'intégration passe toujours dans le milieu du travail. On n'est pas intégré dans la grande famille québécoise, dans la fonction publique, parapublique, municipale, et les organismes de gouvernement, et au niveau décisionnel non plus. Donc, pour moi, cette diversité-là, ça ne reflète pas vraiment la réalité de la société québécoise. D'accord. Et pourquoi, à votre avis, donc, est-ce que vous pensez que... Parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs arguments, je veux dire, qui interviennent à ce niveau. Parfois, il y a des gens qui disent le corporatisme, il y a des gens qui disent d'autres arguments, mais pourtant, on remarque qu'il y a une certaine volonté. Est-ce que vous êtes d'accord que la volonté d'aller de l'avant contre tout ça, elle est présente ou bien elle est absente? Je peux vous dire une chose, que c'est comme le tango se danse à deux. Et le problème qu'il y a, que nous, on fait les efforts pour s'intégrer, mais non pas intégrer. Si on regarde la fonction publique, on n'est que 4% de la population. La grande majorité des personnes issues de l'immigration se trouvent dans le privé. Et dans le privé, on parle espagnol, chinois, grec, arabe, n'importe quelle langue. Après, les gens disent, écoute, quel est le effort au niveau de la langue, mais on n'est pas intégré dans nulle part. C'est ça la vérité. Mais l'intégration, ça dépend aussi de la conception qu'on peut en faire. Comment est-ce que vous définissez l'intégration, selon vous? Bon, l'intégration d'une personne, tout individu a le droit au travail. Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est la liberté. Si nous n'est pas intégré au niveau du travail, on n'est pas intégré du tout. Au niveau de l'insertion, donc au niveau de l'insertion professionnelle, ça joue un rôle. Oui, c'est sûr que c'est au niveau professionnel, comme vous savez, il y a des tests de la Commission des droits de la personne qui, du moment que la personne a un nom de famille différent à la grande majorité, son CV passe à la poubelle ou ailleurs. Mais c'est un test qu'a fait la Commission des droits de la personne, qui a mis deux noms, un nom québécois, un nom González, et finalement, ils sont interchangés le CV. Ça, c'est public, c'est la Commission des droits qui a fait ça. C'est public, tout le monde peut le regarder, cet exercice. Il y a beaucoup d'autres exercices aussi.
Très bien. Alors, parfait. On va faire une pause publicitaire. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec Luis Zuniga. On va continuer avec vous, Luis, sur ce volet, justement. Vous êtes un précurseur, un initiateur d'un mot qui a marqué votre cheminement, l'accentisme, de l'accent de quelqu'un, un accent qui peut être jugé, mal jugé, de manière positive, négative. J'aimerais prendre votre point de vue, votre opinion dans ce contexte de quelqu'un qui a eu un cheminement. Certaines lois ont été votées dernièrement au Québec avec le gouvernement actuel. Et par exemple, comme la loi 21 sur la laïcité. Comment est-ce que vous lisez cette loi? Quel est votre sentiment sur cette loi du point de vue d'un auteur qui a écrit un livre, justement? Mon opinion personnelle, je pense que cette loi était contre les musulmans. Beaucoup de personnes arabes ont perdu l'emploi, il y a eu la violence. Cette loi n'était pas nécessaire, à mon avis, du tout. On a besoin de l'immigration. Pourtant, cette loi est contradictoire au Québec, parce que le Québec, c'est un pays accueillant. Et on a besoin de l'immigration à cause du taux de décrochage, le vieillissement de la population et le taux de natalité. Alors, pourquoi créer ces divisions-là en 2020, quand nous, on a fait un travail depuis 40 ans pour l'intégration, la diversité? Il y a beaucoup de travail qu'on a fait, beaucoup d'efforts, et ils prennent ces décisions-là pour créer la division entre Québécois et personnes issues de l'immigration. Pour moi, à mon avis, Québec aujourd'hui, nous sommes la deuxième génération de Québécois, dans le fond. On est tous des Québécois. Alors, c'est ça, c'était déjà qui étaient déjà intégrés et qui sont perdus l'emploi. Pour moi, j'ai trouvé ça décevant. Mais justement, parce qu'on n'oubliera pas que le Québec, c'est laïque, c'est une nation laïque, et puis peut-être bien que la volonté ou bien l'intention première, c'est de permettre une égalité entre tout le monde. Est-ce que vous pensez que les gens ont mal interprété, bien interprété? Je pense que les gens se dépendent parce que normalement la religion catholique est très présente. Pourtant, les églises n'ont pas été fermées. Et je pense qu'il faut passer par la tolérance et le respect, parce que normalement, tout le monde a des valeurs. Et ces valeurs-là sont très profondes. Et si quelqu'un touche ces valeurs-là, il touche toute l'humanité. C'est vraiment l'humanité. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Très bien. Puis, on a vu aussi plus ou moins votre militantisme, votre engagement, vous exprimez sur certaines tribunes. Il y avait dernièrement aussi un débat sur le racisme systémique. Et puis, ce volet, il fait partie aussi de vos intérêts. Il touche le livre, il touche votre livre, il touche vos intérêts justement sur ce que vous voulez exprimer en disant que ce n'est ni l'accent ni rien du tout. Le fait de se trouver dans une nation à l'intérieur du territoire fait de nous qu'on appartient à la société d'accueil. Le racisme systémique, c'est un sujet qui est carrément parti jusqu'à l'Assemblée nationale. On a vu certaines situations. Qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment justement sur ce qu'on a vu? Bon, concernant les discriminations systémiques, dans la pandémie, on voit beaucoup de discriminations, systémiques. Et on a eu aussi un discours de Mme Kamala Harris qui dit on n'a pas trouvé le vaccin sur le racisme. Oui, ça c'est la vice-présidente de Joe Biden. C'est ça. Et pour moi, pour terminer le racisme systémique, il faut modifier les réformes d'État et avoir une nouvelle conversation. Si nous trouvons des manifestations en pleine pandémie sur le racisme, ça veut dire quelque chose. Monsieur Martin Luther King l'a dit plusieurs fois, quand il y a des manifestations sur la rue,
c'est parce que les décideurs n'ont pas écouté les messages. Et ça, c'est vraiment la situation que nous vivons dans ce moment-là, que les États de chaque nation doivent modifier les réformes parce que avant Lincoln de 1863, existait vraiment la discrimination systémique contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Latinos, contre les Asiatiques, c'est-à-dire celui qui n'est pas blanc vraiment est discriminé. C'est inacceptable qu'en 2020, on discute le même sujet, la même conversation. D'accord, donc vous parlez de modifier les réformes, qui est une approche préliminaire, mais pensez-vous qu'il y a des démarches à poser beaucoup plus profondes que ça, que les réformes, parce qu'on voit beaucoup de choses maintenant au niveau des États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres réformes que nos gouvernements, vous en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous préconisez aussi comme démarche autre? Et il y a aussi, les gens n'ont pas confiance à la classe politique non plus, donc les gens commencent à organiser des organismes qui sont en train de faire quelque chose pour se faire écouter, vraiment leur organisme crée quelque chose pour se faire écouter, parce que les décideurs ne font pas grand-chose non plus, sont sensibles, sont sympathiques, mais n'avancent pas plus. Si on regarde, si vous êtes dans la commission des droits de la personne, j'ai rencontré le président à l'époque, et il m'a dit, écoute, le racisme a augmenté, les piles de plaintes ont augmenté, c'est-à-dire qu'il ne diminue même pas. C'est vraiment, le racisme, c'est quelque chose de très négatif pour la société, oui. Et aussi négatif à tout niveau, économique, culturel, social. Et un chauffeur de taxi, vraiment, par rapport au PIB, un chauffeur de taxi, docteur, médecin, ne peut pas contribuer à la société comme il faut non plus. C'est négatif au niveau économique aussi. D'accord. Louis Zuniga, je vais vous laisser dire un dernier message, vos commentaires de ce livre, Ton accent, Louis, un livre qui a fait un cheminement, que voici, mesdames et messieurs, Ton accent, Louis, de Louis Zuniga. Quel est votre message, justement, au gouvernement, aux décideurs? Bon, la lutte de toute ma vie, c'est terminer la discrimination systémique. Et ça, c'est mon rêve. Et j'espère qu'un jour, ce rêve-là va se réaliser parce que c'est mon combat. C'est mon combat contre les institutions, c'est contre la discrimination systémique et contre toutes sortes d'injustices qu'il y a dans le monde. Ça, c'est le projet qu'il y a à l'avenir pour moi. Très bien. Alors, Louis Zuniga, c'était un plaisir de vous avoir accueilli chez Art et Lettres. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Ben Kiran avec vous pour Art et Lettres chez ICI Télévision. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.